Merci, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est très audacieux à moi d'être sur scène ce soir à côté de Jacques Maillot qui brûle les planches depuis 50 ans, alors que moi je suis quand même un amateur, un débutant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous me pardonnerez mes erreurs. Et nous allons remonter le temps avec lui, 50 ans d'actualité politique, 50 ans d'humour, 50 ans de persiflage parfois, et toute cette belle époque des chansonniers qui continue, puisque Jacques Maillot dirige toujours le Théâtre des Deux Ânes. La semaine prochaine, lundi prochain, nous parlerons d'amour avec Ségolène Royal. Oh là là, je sens qu'il y a des, comment dirais-je, des mouvements divers dans la salle. Je sens que cette femme n'est pas tellement aimée de certains d'entre vous. Mais bon, écoutez, elle écrit un livre intitulé « Refuser la cruauté du monde ». Donc nous écouterons ce qu'elle a à nous dire, et d'autant que nous l'avons déjà reçue en 2018 en pleine crise des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous étiez là, mais le palais avait été encerclé par les Gilets jaunes et nous avons eu un peu de mal à en sortir. Alors j'espère que cette fois-ci, vu les tensions que nous connaissons, j'espère que tout se passera bien. Écoutez, on verra. Ce sera en tout cas très amusant, j'espère, et intéressant. Bon, je meuble, parce que je ne sais pas où est Jacques Maillot, mais je l'ai vu, puisque nous avons pris un verre de Perrier ensemble, et il a été accueilli par Monsieur le maire. Donc, il doit pas. Ah, je vois Monsieur le maire arriver. Donc, Jacques Maillot ne doit pas être loin. Il est là. Il est là. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, alors on va vous passer une musique que ceux qui ont un peu plus de 50 ans connaissent. Ça va vous rappeler quelque chose. Et pour accueillir Jacques Maillot, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le voici. On sera aussi bien assis. Ça vous rappelle quelque chose, cette musique? Ah oui, c'est des très beaux souvenirs. C'est l'indicatif de l'oreille en coin, qui a été composé par un garçon qui a totalement disparu et qui s'appelait Wild Carson. Et je pense que c'était un nom d'emprunt uniquement pour faire ce disque. En fait, c'est Richard Klederman. Ah, c'est Richard Klederman. Non, je ne sais pas. Et toujours est-il que... Oui, qui faisait de la musique d'ascenseur. C'est ça. Ascenseur et salon. Et ce Wild Carlson avait été repéré par Pierre Codot et Jean Garetto, qui étaient les célèbres producteurs de la fameuse Oreille en coin. Et ils avaient trouvé ça formidable. Ils avaient vraiment l'oreille très en coin. Et c'est vrai que c'est devenu une sorte de référence. Et le morceau s'intitule Big Fat Mama. Big Fat Mama, oui. Et moi, j'ai encore le 45 tours à la maison, mais c'est très rare. Hein, c'est une pièce de musée. Là, vous avez fait des belles recherches, Stéphane. Oui, nous avons juste googlisé. Vous savez, maintenant, c'est très simple. Parce que vous dites que... donc, nous sommes là pour parler de votre livre, et puis on parle absolument de ce que de ce dont nous voudrons parler. Vous dites que vous n'êtes pas dans la nostalgie, mais quand vous entendez cette musique, est-ce que vous n'avez pas un petit peu un pincement au cœur ou à l'oreille? Si, forcément, parce que ça me rappelle surtout des gens que j'ai bien connus et que j'ai beaucoup appréciés, qui m'ont apporté beaucoup. Par exemple, on évoque le cas de Jean Garetto et de Pierre Codot. Ce sont eux qui m'ont appris à mesurer mes propos, puisqu'on était quand même à France Inter qui n'était pas la radio qu'on connaît aujourd'hui, qui avait un juste équilibre entre la droite, la gauche, le centre, et ce qui n'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et je me rappelle qu'en tant qu'ancien élève des pères maristes et des pères jésuites, j'aimais bien de temps en temps taper sur les curés. Et Jean Garetto me disait « Bon alors Jacques, aujourd'hui vous m'avez fait une curtonnerie,
vous évitez de m'en faire pendant 3 semaines. Voilà. Et donc je savais que j'avais 3 semaines devant moi sans curtonnerie. C'est-à-dire que vous vous reteniez d'être méchant. Et Jean Rigaud, Oui. un de vos maîtres, disait la méchanceté n'a jamais fait rire personne. Il avait totalement raison. Et je crois que c'est ce que les jeunes humoristes ont perdu de vue aujourd'hui. Je crois que notre métier avant tout, c'est de faire rire ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, mais on n'est pas là pour agresser qui que ce soit. Et faire rire, c'est pas toujours facile, et c'est peut-être pour ça qu'on va plus vers la méchanceté que vers le rire pur et dur. Alors, nous sommes à la Baule et vous parlez de la Baule dans votre livre, qui est Oui. un livre de très bon goût. Vous rappelez l'époque bénie des années 80 où vous veniez jouer au golf Oui. et au tennis et à la pétanque avec des restaurateurs. Oui, c'était une grande marque de champagne qui chaperonnait cette grande épreuve. Et on avait ce privilège-là d'être amené, comme moi à l'époque j'avais beaucoup d'émissions de radio et de télévision, le président du groupe Mouette me disait, vous savez qu'il y a un hélicoptère qui peut vous prendre à Issy-les-Moulineaux et qui vous amènera à la Baule, donc c'était quand même, Ouais. l'empreinte carbone n'était pas de mise à l'époque. Et vous partagiez tous ensemble un bon week-end. Un superbe repas. De sport. De sport, mais c'était, oui, et puis surtout une très jolie soirée à l'hôtel Hermitage, avec notre cher Stéphane Collaro qui animait les soirées à l'époque. Ouais, ouais. Donc vous racontez quoi, 50 ans de Oui. carrière à peu près Oui, oui. dans ce livre Sourire en coin. Au départ, vous n'étiez pas destiné du tout à être chansonnier. Pas Vous du êtes, tout. Vous êtes né dans une famille heureuse en Auvergne. Oui. Votre père était formidable, vous vous aimiez beaucoup, vos Oui. parents, votre frère, il vous avez bien élevé, la discipline était Oui. sévère, mais il vous laissait libre d'embrasser la carrière que vous vouliez en fait. Oui, ça c'est un luxe. Hein. C'est pas, tous les parents ne sont pas comme ça. On avait un père qui était extrêmement sévère. Mais il nous disait toujours, si vous voulez faire quelque chose, je vous laisse faire ce que vous voulez faire, mais il faut le faire bien. Et si on le faisait mal, on était vite remis sur les rails. Et la politique a été très tôt dans votre vie, puisque votre père a eu comme chef de bataillon un certain... Charles de Gaulle, je crois. Ouais. Et ils ont fait la bataille de Montcornet, qui est restée célèbre dans les annales de l'armée française. Et j'ai retrouvé dans les archives de papa un truc qui m'a stupéfait, c'est le compte-rendu fait par le ministère des Armées de la bataille de Montcornet. Et je ne sais pas si ça existe encore, mais tout est factualisé, tout est noté, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, à 12h47, le char Chambord vient de perdre sa chenille droite. À 12h52, la tourelle du char Touraine vient de voler en éclats. Tout est noté. C'est absolument extraordinaire. Et donc votre père est resté gaulliste toute sa vie. Oui. Ah oui, c'était une dévotion. Nous, on ne faisait pas de pèlerinage à Lourdes, on faisait un pèlerinage à Colombey, les deux églises, chaque année pour Pâques. Papa avait un de ses grands amis qui avait été résistant et compagnon comme lui, qui était le proviseur du lycée de Chaumont. Donc on faisait ce pèlerinage. Le gigot pascal, c'était Colombey, les deux églises. Et cette irrévérence, d'où vous est-elle venue? Comment un jeune homme de bonne famille se retrouve-t-il à faire une audition devant Suzy Lebrun? Ça c'est un parcours étonnant parce que je faisais mes études de cinéma. J'avais eu la chance d'être engagé par François Truffaut pour être assistant sur L'Enfant sauvage. Et là, je fais une rencontre exceptionnelle. C'est Nestor Almendros, qui est le directeur de la photo du film et qui avait fait tous les films de Rohmer, Ma nuit chez Maud, Le genou de Claire, etc. Et comme vous le savez sans doute, quand on est 3e ou 4e assistant, on porte les journaux, on porte les cafés, on porte j'apportais les journaux et Truffaut me disait, est-ce que vous pouvez me lire ce qui se passe aujourd'hui? Alors je le faisais peut-être de façon humoristique et c'est là que Almendros il m'a dit, tu devrais faire ça. Et c'est lui qui, en cachotier, m'a inscrit à une audition à l'échelle de Jacob devant Suzy Lebrun. Où vous avez été nul.
J'étais complètement terrorisé. Et à chaque fois que je finissais un sketch, Suzy Lebrun, qui était très autoritaire, qui était originaire de Caen, qui était une Normande, elle me disait, c'est tout ce que vous avez? Alors je disais, enfin si j'ai autre chose, je peux essayer. Alors je le faisais. Dès que j'avais fini, c'est tout ce que vous avez? Alors j'en ai fait 3 ou 4 comme ça, et je suis parti en catimini, sans dire au revoir, parce que je me suis dit, tu as dû être archi nul. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas grand-chose, il y avait même très peu de téléphones. C'était l'époque où on disait, on était c'était avant Giscard, on disait il y a 2 catégories de Français, il y a ceux qui attendent le téléphone et ceux qui attendent la tonalité. Donc je suis rentré chez moi et j'avais du papier bleu sous ma porte, c'était un télégramme de Madame Lebrun qui me dit rappelez-moi le plus rapidement possible à ce numéro. Je l'ai appelé et elle m'a dit vous partez toujours sans dire au revoir? J'ai dit non, mais j'ai fait une très mauvaise audition. Elle m'a dit pas du tout. Je cherche quelqu'un pour présenter mon programme et il me faut plusieurs sketchs. Alors, l'échelle de Jacob, c'est une toute petite salle. Elle est Oui. rue Jacob, comme son nom l'indique. Oui, on avait quoi, 80 personnes, à peu près 60. Ouais. Et là, on se retrouve devant un public très amateur, parce que l'échelle, c'est vrai que c'est là qu'ont débuté Jacques Brel, Fernand Reynaud. Donc c'est un public très attentif, mais assez exigeant. C'est pas un public de cabaret. Non, Voilà. non, c'est pas du tout un public de cabaret. Ils prennent juste un verre. Et c'est un public attentif. C'est pas un public comme par exemple au Don Camillo où les gens mangent, etc. Rien à voir. Public exigeant. Et là, j'ai la chance de rencontrer les frères ennemis qui me font faire ma première émission de radio sur Europe 1 avec eux. Et surtout, mon camarade Maurice Orgue qui me repère et me dit, je vais te présenter à Pierre Codou et Jean Garetto. Et c'est là que ça commence. Voilà, donc c'est par cooptation dans ce métier, en fait. Oui, totalement, par parrainage, cooptation. Et à chaque fois, je rencontre des gens importants. Maurice Orgue d'abord. Après, je vais au théâtre de 10 heures. Patrick Fonte, qui écrit les textes de Thierry Leluron, le suit à Bobino. Donc, il quitte le théâtre de 10 heures. Et Patrick me recommande à la direction du théâtre de 10 heures. Et je rentre au théâtre de 10 heures avec Jean Amadou, Anne-Marie Carrière, Robert Roca. Mais alors, comment est-ce qu'on décide? Parce que il faut travailler quand même. Il faut d'abord écrire, ensuite il faut que les textes passent la rampe. Oui. Comment ça vous est venu? Alors, déjà, quand j'étais chez les bons pères, maristes... Jésuites d'abord. Oui, jésuites et maristes. Vous avez été viré de chez les jésuites. Oui, parce que on a eu un truc très malin, comment on fait quand on a 14 ou 15 ans. On devait accueillir Monseigneur de la Chanonie, parce qu'on faisait un chantier, on restaurait une vieille chapelle, et on avait fait un pari entre nous, on avait dit quand Monseigneur va nous tendre l'anneau, au lieu de lui embrasser l'anneau, on va lui serrer la main. Alors évidemment, le père supérieur, qui était le père de Verneuil, n'a pas apprécié du tout, et on a été exclus, on a été 22 garçons à être exclus en même temps, et non des moindres, il y a des gens qui après ont été lauréats du concours général, mais ils ne béguignaient pas, donc on a été tous exclus, et après on s'est retrouvés, qui chez les jésuites, qui dans un lycée, comme tout le monde, voilà. Ouais. Et donc les révérences, ça vous connaissez, ou du moins l'indépendance d'esprit, mais pour apprendre ce métier... Alors j'avais monté une petite compagnie de théâtre et on jouait évidemment Molière, et puis de temps en temps on jouait des sketchs. Et c'est comme ça que j'ai interprété, samedi soir j'avais Michel Baudouin, la veuve de Jacques Baudouin qui était au Théâtre des Deux Ânes, et je lui disais, les premiers sketchs que j'ai joués, ce sont les sketchs de Jacques. Et j'ai joué la célèbre table de multiplication devant les bons pères maristes. Comment est-ce qu'on apprend ce métier de chansonnier? En regardant les autres? Alors, en regardant les autres, en écoutant, en lisant beaucoup la presse. J'adore lire la presse. Mon grand-père était un lecteur farouche de la presse d'opinion. Et donc, j'étais très intrigué par ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était impliquée politiquement. Mon père, côté gaulliste, et mon grand-père, qui était pourtant socialiste jaurétien, soutenait le maréchal Pétain, puisqu'il a fait la guerre de 14-18. Donc tout ça était d'une ambiguïté, et j'ai essayé de défricher tout ça.
Mais enfin, à l'époque, il y a Pierre-Jean Vaillard, il y a Jean Valton, il y a Robert Roca, Oui. Il y a Jean Rigaud. il y a Jean Rigaud. Il faut se faire une place parmi toutes ces Oui. glorieux aînés. Oui, eh ben, je les écoute beaucoup. Je vais regarder Pierre-Jean Vaillard en coulisses travailler tous les soirs. J'observe sa façon de placer ses effets. Et il était très exceptionnel, Pierre-Jean. Oui. Jean Rigaud aussi. Donc, ils m'ont appris beaucoup, à la fois dans le verbe et dans l'attitude. On dit toujours ce métier, c'est vrai pour le journalisme, j'imagine que c'est vrai aussi pour le métier de chansonnier, il ne s'apprend pas, il se vole. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils se volent parce que on avait la chance d'avoir des gens exceptionnels devant nous et on leur volait leur savoir-faire. Absolument. Je ne sais pas si ça existe encore parce qu'aujourd'hui, il y a un tel fossé générationnel. J'ai l'impression que les jeunes ne nous regardent pas beaucoup. Oui. Mais il faut être différent aussi des autres. Oui. Faut pas imiter. Ah non, il faut se démarquer. Mais je crois que ça se fait automatiquement parce que justement, on n'est pas de la même génération. Et c'est ce que me disait Jean Garetto. Il me disait ce qu'il y a de bien avec vous, Jacques, c'est que vous ne parlez pas comme Jean Amadou, vous ne parlez pas comme Maurice Orgue. Vous êtes d'une autre génération. Mais pourtant, vous avez tendu aussi la main aux nouveaux, puisque c'est vous qui avez lancé, par exemple, Laurent Ruquier. Oui. Ah, oui, parce que alors Laurent Ruquier m'écrit à France Inter, il m'envoie des textes. Il était objecteur de conscience au Havre, et je lis les textes, et les textes étaient vraiment formidables. Et je montre ça à Maurice Orgue. On était dans le train qui nous ramenait du festival de la caricature politique d'Épinal. Et quand Maurice a vu les textes, il m'a dit celui-là, faut pas le laisser passer. Et c'est comme ça que j'ai fait venir Laurent à Paris, et puis il est resté. Pourtant, il était mauvais au début. Il était très mauvais, il avait un physique rébarbatif parce qu'il était mal rasé, il était incroyable. Et au début, il était très mauvais à tel point que lorsque je l'ai présenté à Jacques-Antoine et à Jean Bardin, qui étaient quand même des grands producteurs de télévision, Jean Bardin m'avait dit « N'insiste pas, ce garçon ne fera jamais de télévision de sa vie. » Bon, comme quoi tout le monde peut se tromper. C'est-à-dire le secret aussi, c'est de travailler comme un fou. Alors c'est un forcené. Laurent a une qualité, c'est qu'il travaille jour et nuit. Et j'ai une anecdote très précise. Michel Pébreau, l'ancien patron de la BNP, avait accepté de faire un pilote, c'est-à-dire une maquette d'émission de télévision. Et j'avais chargé Laurent Ruquier de faire son portrait. Et je lui avais dit, fais attention, c'est quand même Michel Pébreau, c'est une personnalité importante. Et Laurent avait écrit 3 portraits différents dans la nuit, et il m'avait dit, choisis celui qui te semble le plus adapté à Michel Pébreau. Mais il les avait écrits, et tous les 3 étaient très bons. Donc je pense que le secret de la grande réussite de Laurent, c'est ça. Et de la vôtre, enfin de tout le monde, de tous ceux qui... Parce qu'en plus, l'actualité va de plus en plus vite. Oui. Comment faites-vous pour vous tenir au courant, pour avoir ce regard en coin, pour faire rire aussi? Oui. Le tout avec élégance, c'est pas facile. Oui, alors il faut essayer de trouver les lignes de faille, et on en trouve toujours. Par exemple, là j'utilise, comme on a notre Premier ministre actuel, Elisabeth Borne, elle avait, et ça j'avais relevé ça, comme ça dans un grand papier du Figaro, elle avait créé un truc, un événement quand elle était ministre des Transports il y a 4 ans, elle avait créé les assises de la mobilité. Je me suis dit, il n'y a qu'une polytechnicienne pour faire ça. Donc, j'ai utilisé ça et je m'en sers encore. Et c'est vrai que c'est tellement bizarre pour quelqu'un qui est un petit peu rationnel, en style assis, mobile. Ça fait penser au mot de Michel Audiard, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Voilà. À l'époque de vos débuts, les hommes politiques avaient peut-être plus de pouvoir que ceux d'aujourd'hui et étaient d'une autre ampleur, d'une autre stature. Est-ce que c'était plus facile? Oui, mais très nettement, parce que plus le personnage politique est épais, plus il a de l'étoffe, plus il a du relief, plus on peut trouver des lignes et pas l'attaquer, mais le brocarder. Par exemple, Jacques Chirac, c'était formidable avec son côté anguleux comme ça. Nicolas Sarkozy, merveilleux personnage. Mitterrand, je lui disais toujours au président Mitterrand, je lui disais Machiavel et vous, ça fait un.
C'était vraiment un bonhomme extraordinaire. C'était Talleyrand, Machiavel, et il était très facile à imiter, à caricaturer. Mais vous êtes devenu ami avec certains d'entre eux. Est-ce que c'est pas gênant après dans votre métier? Vous racontez vos amitiés avec Gaston Defferre, avec Michel Charasse, avec Jean-Pierre Raffarin, avec Robert-André Vivien, vous voyez, à droite, à gauche. Donc, bon. Oui, Robert, qui était un homme formidable. Je me rappelle que quand il m'avait invité à l'Assemblée nationale, et Pierre Mauroy avait voulu, pour occuper les jeunes, puisque c'était le début du chômage, il avait voulu instituer un truc un peu qui rappelait un peu les chantiers de jeunesse. Et je me rappelle, Robert-André Vivien s'est levé comme une fusée dans l'hémicycle, et il a fait « Maréchal, nous voilà !» Et je trouvais ça, c'était formidable, c'était le sens de la répartie, et c'était des hommes qu'on pouvait caricaturer facilement, quoi. Mais est-ce que vous n'êtes pas triste, finalement, de l'évolution? Vous êtes passé de Gaulle à la NUPES. Ah oui, là, on est vraiment passé du championnat du monde à la ligue même pas régionale, départementale, je pense. Oui, là, il y a une vraie chute, là, c'est évident. Oui. Et vous dites le niveau des chansonniers s'en ressent aussi, de cet affaissement du politique. Oui, parce que je pense qu'on est malheureusement entraîné, c'est-à-dire quand on a des modèles exigeants devant nous, on essaie d'être au niveau. Si on a effectivement que les députés de la NUPES qui arrivent dans des tenues un peu bizarres à l'Assemblée nationale, avec des propos qui frisent l'indécence et la vulgarité, on est tiré vers le bas. Et qui n'ont aucune culture politique en plus. Aucune, absolument. D'ailleurs, on le voit, si on vit ce que nous vivons actuellement, je pense que c'est à cause d'un manque de culture politique. On n'a plus le respect de l'adversaire, ce qui est très dommage. Oui. Vous parlez dans votre livre de mes dîners de copains avec Michel Charasse, un déjeuner d'amitié avec Raffarin, des déjeuners homériques chez Lippe avec Robert-André Vivien, d'un dîner avec Gaston Defferre et Edmond de Charleroux. Vous vous embêtez pas? Non, c'est vrai que, mais c'était passionnant parce que quand Gaston Defferre, qui était ministre du Plan et qui occupait l'hôtel de Varennes, nous a invités à dîner avec Jean Garetto et Pierre Codou. Moi, j'étais très tendu parce que Gaston Defferre, c'était un personnage qui passait pour être difficile. Et il est arrivé, d'abord c'est Edmond qui nous a accueillis. Et elle nous a dit Gaston est occupé, mais il va arriver. Et j'ai vu arriver Gaston Defferre et il arrive vers moi et je l'imitais à France Inter. Et il me fait alors c'est vous qui m'imitez, il paraît que vous m'imitez très bien. Alors vous savez ce que vous allez faire, il y a un plateau avec l'apéritif, vous allez nous servir l'apéritif en m'imitant. Alors moi j'étais là tremblotant avec ma bouteille, etc. Et ça a tellement fait rire qu'à la fin du déjeuner, du dîner, c'était un dîner, il m'a dit j'accepte de venir faire l'oreille en coin alors qu'il ne voulait pas venir. Voilà, alors ça, on va parler de l'oreille en coin maintenant. Et donc vous avez commencé, je crois, en 75, 14, fin 14. Oui. 74, et vous avez arrêté en 1990 parce qu'il y a une dispute entre Pierre Bouteiller, le patron de France Inter et Jean Garetto. Et nous sommes partis grâce à Robert-André Vivien à Europe 1 parce que la fille de Robert-André était la secrétaire de direction de Jean-Luc Lagardère qui nous a téléphoné, qui a dit mais vous venez tout de suite, vous êtes chez vous. Voilà, vous avez fait Personne à gratter. Personne à gratter, absolument. Sur Europe. Et là, vous dites, ça marchait moins bien à cause de la pub. Oui, parce que la publicité, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Plus l'émission marche, plus vous avez de publicité, et moins on écoute les animateurs et les textes. Donc nos invités avaient de moins en moins de temps pour s'exprimer. Et à un moment, le trop de publicité finit par nuire et vous fait baisser l'audience. Ou alors, il faut enregistrer et découper comme les grosses têtes. Voilà, c'est ça. Tandis que l'oreille en coin, vous étiez en direct. En direct. Alors, donc, l'oreille en coin a tout de suite très bien marché, au fond. Oui. Et vous est venue l'idée à tous, toute la bande, d'inviter des hommes politiques. Oui. Sauf que personne ne voulait venir. Personne ne voulait venir. C'était une idée de Jean-Noël Jeannet et de Jean-Pierre Farkas,
qui avait dit cette émission, elle marche tellement bien qu'il faut inviter les hommes politiques. On y pensait depuis très longtemps, mais il y en a un qui ne voulait absolument pas, c'était Pierre Caudoux, qui était l'un des deux producteurs. Et malheureusement, Pierre nous avait quittés à cause d'un cancer très très méchant. Et donc on se retrouve juste avec Jean Garetto. Et Garetto nous dit, ben, maintenant que notre cher Pierre n'est plus là, on peut peut-être tenter le coup. Et on dit d'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi je dis on devrait faire un portrait comme faisait Pierre-Jean Vaillard avec les invités de la joie de vivre, qui était cette émission de télévision dont on se souvient peut-être pas beaucoup. Henri Spade. Ah oui, Henri Spade. Mais on était tous très petits ou très jeunes à l'époque. Donc, donc on dit c'est Morisson qui fera le portrait de l'invité. Donc on sait à peu près déjà ce qu'on va faire. Et le problème c'est qu'on dit mais quel va être le premier invité? Et l'assistante de l'émission qui s'appelait Victoire fait le tour des hommes politiques de Paris et aucun veut venir. C'est en quelle année ça à peu près? Alors on est en 85. Et puis il y a quelqu'un qui dit moi je viens, c'est Alain Juppé. Et là Jean-Noël Jeannet nous dit ah bah, si vous venez avec Juppé pour faire rire les gens, ça va être dur. Bon, on fait venir Alain Juppé et il s'avère que Alain est un excellent client et qui fait rire beaucoup. Il a de la répartie, il est drôle et on découvre un nouvel Alain Juppé. Et donc, dès le lundi matin, Victoire reprend son téléphone et là, c'est le téléphone qui se met à sonner et des gens qui nous disent, Michel Dornano qui nous dit « Ah mais moi je veux venir, c'est sympa, je veux faire l'émission ». Et là, la pompe est amorcée et on a des invités vraiment pléthore. Dont Olivier Guichard. Maire de La Baule, qui fait des missions exceptionnelles et qui arrive et finit par convaincre Jacques Chaban-Delmas qui nous disait « mais je suis trop vieux, je ne pourrai pas venir ». Et Jacques Chaban-Delmas est venu, c'est vrai qu'il était très fatigué puisqu'on l'a un peu soutenu pour l'amener jusqu'au micro. Et Alain Juppé a convaincu, non c'est Dornano, pardon, qui a convaincu Giscard. Voilà. Et Giscard est venu faire l'émission et quand on a arrêté Europe 1, il nous a dit bah, si vous voulez, je viens faire la dernière, puisque j'ai l'habitude de m'en aller. Et voilà, et puis on est resté depuis très liés, bien sûr, avec Valéry Giscard d'Estaing. Alors, avec Giscard d'Estaing, vous étiez entre Auvergnat. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, il y a eu une histoire amusante à propos de poules et de chapons. Ah oui, oui, ça c'était drôle, parce que Valéry Giscard d'Estaing, qui passait pour être quelqu'un de un peu hautain, un peu condescendant, il me dit est-ce que vous qui êtes auvergnat comme moi, est-ce que vous connaissez la différence entre une poule et un chapon? Et je dis je ne connais pas, monsieur le président. Il dit c'est très simple, une poule chapon et un chapon chapon pas. Voilà. Alors, c'était très Giscard dans le texte. Oui, hein. oui. Après, on a suivi une étape du Tour de France ensemble, et c'est Greg LeMond qui a piqué le maillot jaune à l'époque, et il m'a dit, mais c'est tout à fait normal que Greg LeMond porte le maillot jaune, puisque vous le savez, il s'appelle Lemon, et un lemon, c'est jaune. Voilà. Et ça, c'était Giscard. Et alors, vous avez eu également beaucoup de succès en public à Lille avec Pierre Mauroy. Ça, c'était. Et vous avez posé une question qui a fait le tour de France. Ah oui, qui a été reprise par le journal de France 3, le fameux journal de 19h. On était en direct le dimanche matin depuis le Palais des Congrès de Lille. Et je pose la question à Pierre Mauroy, et on était en pleine braderie de Lille, et je lui dis, monsieur le Premier ministre, j'ai dans ma sacoche un des derniers exemplaires du programme commun. Est-ce qu'on peut le solder cet après-midi à la braderie de Lille? Et il m'a dit, vous pouvez y aller, c'est plus du tout d'actualité. Et ça a fait le tour des rédactions. Pour être ce qu'on appelle un bon client, un homme politique doit avoir quoi? De l'autodérision? Oui, je pense. C'est ça. Enfin, je pense que c'était le cas de Pierre Mauroy qui dit le programme commun est démodé, vous pouvez le brader à Lille. Et je crois que c'était le cas de Giscard. Gaston Defferre avait beaucoup d'humour. Et Jean-Vincent Placé? Ça a été plus difficile, lui. Lui, c'est plus délicat parce que Placé, il est souvent placé dans les bars, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et je pense que lorsqu'il est venu à l'émission, il était déjà un peu aviné.
Et il a eu un comportement assez déplacé, à tel point qu'on a été obligé d'arrêter l'émission et qu'il y a eu quelques prises de bec sévères entre moi-même et surtout certains animateurs de l'émission, dont mon neveu Régis, avec lequel ils ont eu une altercation, Didier Porte, etc. Ça a été un peu sévère. Ça, c'est l'émission que l'on peut voir en ce moment, qui s'appelle Revue de presse. La revue de presse de Paris Première. De Paris Première. Ça, c'est encore une aventure. Formidable, parce que là aussi, on était un petit peu hors média, on avait arrêté l'oreille en coin. Il n'y avait plus d'émission, aucune émission de chansonnier. Et Paris Première accepte de capter, de rediffuser et de diffuser un spectacle du Théâtre des Deux Ânes. Et c'est un gros succès. Et là, Nicolas Taverneau me dit, Jacques, comme nous sommes tous les deux anciens élèves des Père-Maristes, on pourrait peut-être monter une émission ensemble. Et c'est lui qui a l'idée de monter la revue de presse. Et donc, c'est quand? Alors ça, il y a 15 ans, très exactement. C'est ça, mais là, on peut la voir quand et alors, on peut la voir tous les lundis soirs, en direct sur Paris Première, et c'est une fois tous les 15 jours. Voilà. Et là, vous avez révélé de nouveaux talents. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on a révélé des jeunes très talentueux, dont notre dernière découverte que j'aime et que j'apprécie beaucoup, qui est Élodie Pou, et qui écrit extrêmement bien, qui est une formidable comédienne et qui, je pense, va faire une carrière brillante, aussi bien au théâtre, c'est une nouvelle Jacqueline Maillan pour moi, que dans notre registre humour chansonnier. C'est une nouvelle Anne-Marie Carrière aussi. Absolument, voilà, qui écrit très très bien. Mais alors, quand on regarde cette émission, on se dit que tous ces textes sont très bien écrits, que ça vous prend un temps fou. Oui. Écrire, ça prend du temps. Oui. Alors, c'est vrai qu'à partir d'une certaine expérience, bon, on a des ficelles. On a la technique. On a des techniques, des ficelles, on s'en sort. Mais c'est vrai que quand on démarre, c'est beaucoup de travail. Et à l'oreille en coin, par exemple, je produisais 10 textes par semaine. C'est énorme. Mais est-ce que ça ne vous différencie pas, les chansonniers, de ce qu'on appelle les vanneurs maintenant, ou les stand-uppers? Complètement. Parce que c'est le mot juste, ils font des vannes. Oui. Et alors que nous, on fait des textes. C'est ce que m'expliquait l'autre jour un vieil auditeur et téléspectateur de la revue de presse. Il me dit, mais vous êtes un des derniers à faire des textes qui ont un début, un développement et une conclusion. C'est ça. Et ça une chute. Voilà. Et ça se fait plus beaucoup, c'est vrai. Oui. Mais cette complicité entre les hommes politiques, je ne sais pas si c'est le bon mot, complicité entre les hommes politiques et les chansonniers, elle ne date pas d'hier, puisque vous racontez l'amitié entre Jean Rigaud et Vincent Auriol. Oui, ils étaient très copains, très amis, et Jean connaissait le tout Paris politique, parce que c'était vraiment un vrai Parisien qui sortait beaucoup. Il prenait l'apéritif tous les après-midi à 17h au Fouquet's. Il déjeunait souvent à l'Assemblée nationale et il connaissait tout Paris. Donc Vincent Auriol, dans le livre qu'on a fait sur les 100 ans des Deux Ânes, on voit d'ailleurs cette formidable photo où Vincent Auriol reçoit tous les chansonniers de Paris. Ils sont une cinquantaine à l'époque et ils sont tous là. Il y a Robert Roca, bien sûr, il y a Pierre-Jean Vaillard, il y a René Paul, tous les grands chansonniers de l'époque. Et donc Jean avait son cabaret qui s'appelait le Sully d'Auteuil, où il invitait régulièrement Vincent Auriol. Et puis un soir, il s'inquiétait toujours de savoir qui était dans la salle. Et Jean, vous savez, quand il était sur scène, il faisait comme ça pour voir qui était. Et il repère Vincent Auriol, qui ne l'avait pas prévenu de sa présence. Ouais. Et là, il s'arrête, il lui fait « Alors, Pépère, on a fait le mur ?» On n'imagine peut-être pas ça aujourd'hui avec Emmanuel Macron, enfin, je ne pense pas. On n'imagine surtout pas Emmanuel Macron allant voir les chansonniers. Non, parce qu'il devait venir, je l'attends toujours. Ah oui. Tandis que François Mitterrand venait. Ah, il adorait ça d'abord parce qu'il connaissait intimement Jean Rigaud. Il a été son témoin de mariage quand Jean Rigaud s'est remarié avec Jacqueline Beckerman. Jean a perdu sa femme qui a eu un accident de voiture. C'était Carmen Boni, qui a été une vedette du cinéma muet et qui a été écrasée malheureusement porte des Ternes
par une voiture. Elle a été tuée dans un accident de voiture. Donc Jean s'est remarié beaucoup plus tard. Et François Mitterrand lui a dit, ben Jean, si tu te remaries, je serai ton témoin de mariage. Voilà. Et donc, ils étaient très proches. Et François Mitterrand venait chez les chansonniers. Et surtout, il adorait inviter Jean Rigaud à sa table pour qu'il lui raconte les derniers potins de Paris. Parce que c'était presque Carmen Tessier, François Mitterrand. Hein. Il adorait les potins. Hein. Mais finalement, les chansonniers, vous connaissez très bien la politique. Vous connaissez aussi bien la politique que certains journalistes spécialisés. Oui, c'est vrai. C'est ce que m'a expliqué un jour Yves Morosi, qui m'avait invité sur RMC. Il m'avait dit, tu sais, Jacques, je crois qu'on fait un peu le même métier, mais toi, tu le fais avec le sourire, et moi, j'essaie de le faire un peu plus sérieusement. Mais il me dit, on a la même approche. Après, toi, tu essaies de trouver ce qu'il y a de drôle, et on s'entendait très très bien avec Yves. Je crois qu'on avait la même analyse de nos métiers communs. Et la même tendance à les respects parfois. Complètement. Ouais. Vous vous rappelez la venue en France du général Jaruzelski, où Yves avait mis ses lunettes noires. Puis, quand Francis Bouygues a racheté TF1, son casque de Bouygues et des Bouygues-Men. Ou la désinvolture qu'il avait en s'asseyant sur le bureau de Mitterrand en interrompant. Et ce qui faisait beaucoup rire Mitterrand, ça, je suis sûr que ça l'abusait beaucoup. Mais vous dites de Jean Amadou, notamment, il a modernisé le travail du chansonnier en le rapprochant du journalisme. Oui. Comment ça peut se faire ça Je crois que ça aussi, c'est encore un coup de Caudo et Garetto, qui ont vraiment été des grandes personnalités radiophoniques. Il voulait refaire une émission de chansonnier, mais il voulait surtout pas refaire le Grenier de Montmartre. Parce que c'était démodé, ça avait une image désuète. Et donc, Caudo et Garetto lui ont dit, Jean, il faut plus faire des couplets, il faut faire des papiers journalistiques, mais avec un regard drôlatique, un peu satirique, donc un regard amusé, mais vraiment, il faut marier le journalisme et le chansonnier. Et je pense que le premier qui a fait ça, c'est vraiment Jean Amadou, au tout début de L'Oreille en coin, puisque je l'ai remplacé en 75. Ce qu'on remarque aussi, c'est que vous êtes une bande. Oui. Vous êtes des individus, naturellement, très différents les uns des autres, mais vous passez votre vie ensemble, pratiquement. Oui, c'est ça. Il y a une vraie complicité, une vraie fraternité. Et c'est ce qui était très agréable dans les tournées de chansonniers, c'est qu'on se déplace tous ensemble, souvent avec 2 voitures, et on partage notre vie. Et ce qui avait de très agréable avec Jean Amadou, qui était un immense spécialiste de la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est que si on allait jouer par exemple à Metz, il me disait faut qu'on fasse un crochet par Verdun quand même, et là j'avais droit au chemin des Dames, au Fort de Vaux. Quand on allait jouer à Avranches, il me disait on va passer à Falaise, je vais te raconter la poche de Falaise. Et puis vous passiez aussi par les grandes tables. Ah oui, alors ça c'était notre grand souci du quotidien. C'est que le matin, quand on se levait à l'hôtel, on se retrouvait au petit déjeuner et j'apportais le guide Michelin qu'on posait sur la table. On regardait le parcours qu'on avait à faire entre La Baule et Orléans ou Tours. Et là, on regardait, on se disait, là, on peut s'arrêter parce qu'il y a un macaron, 2 macarons. Donc, c'était une vie de saltimbanque plutôt agréable. Ce que vous aviez en commun, par exemple, vous le racontez avec Lino Ventura. Ah, ça a été un grand moment, oui, parce que j'ai eu la chance de connaître Lino Ventura grâce à une étape du Tour de France et grâce à Jacques Godet. Et on était ensemble à Pau, à l'arrivée à Pau. Et le soir, Lino me dit, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je dis, je vais rentrer à Biarritz, puisque je logeais à Biarritz. Il me dit, il ne faut pas qu'on se quitte comme ça. Il me dit, vous aimez les pâtes? Je dis, ah bah oui, j'aime les pâtes. Il me dit, je les fais très bien. Je dis, j'imagine. Il me dit, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui nous prêterait sa cuisine pour que je puisse faire des pâtes? Alors, Maurice Orgue était originaire de Pau. Et quand on était passé à Pau, il m'avait dit, je vais te présenter mon camarade d'école qui était le patron de l'hôtel Métropole. Donc j'ai appelé l'hôtel Métropole et je lui dis, c'est Jacques Baillot qui vous appelle, le copain de Maurice Orgue. Est-ce que vous nous prêteriez votre cuisine ce soir pour faire des pâtes? Oh, il me dit oui. Mais il me dit, vous voulez faire des pâtes? Je vais vous les faire. Je dis non, mais c'est Lino Ventura qui veut faire des pâtes.
Ah bah, il m'a dit, alors là, si Lino Ventura prend les cuisines du Métropole, alors là... Donc Robert Chapat, Jacques Chancel, on s'est tous retrouvés dans les cuisines du Métropole, et Lino Ventura qui nous faisait les pâtes, etc. Ouais. Et on a passé une soirée formidable. Et le lendemain, il m'a dit, et vous rentrez à Paris? Je dis non, je rentre en Auvergne. Je vais rejoindre mes parents, c'était le mois de juillet. Il me dit, vous passez par où? Je dis, je vais remonter par Toulouse, Cahors. Il me dit, vous passez à Cahors? Je dis oui. Il me dit, vous connaissez la taverne à Cahors, le restaurant? Je dis oui, chez Monsieur Escorbiac. Il me dit, vous connaissez le père Escorbiac? Je dis oui. Il me dit, l'omelette au cèpe, on ne peut pas la rater. Je dis non. Et il me dit, demain, on se suit en voiture et on s'arrête chez Escorbiac. Et voilà. J'ai passé une journée formidable avec Lino Ventura. Et donc des anecdotes comme ça, il y en a quand même pas mal. Il y en a un certain nombre. Vous avez de quoi faire 10 volumes finalement. Ah oui, oui, là, on a vraiment trié. Oui, oui, on peut faire des duplicata, oui. Est-ce que vous pensez que dans les jeunes équipes actuelles, notamment les émissions de télévision, il y a toujours cette ambiance que vous avez eue toute votre vie avec votre bande de chansonniers? Je ne crois pas. Vous dites, sur les plateaux de télévision, on sent une rivalité malsaine entre ceux que l'on nomme désormais chroniqueurs ou panélistes. Ce n'est pas une bande, c'est une basse-cour. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que on sent la rivalité, on sent qu'ils veulent prendre l'ascendant sur leur partenaire, ce qui est toujours malsain, alors qu'à l'époque, c'était au contraire. C'est-à-dire qu'on était comme dans une équipe de rugby. S'il y en avait un qui avait une tendinite, on disait, t'inquiète pas, tu joues au ralenti et nous, on va s'occuper du reste. Et c'est ce qu'on faisait, et c'est ce qui était formidable. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'étais complètement à faune, on jouait à Decazeville, c'était pas encore les déserts médicaux, mais presque, et j'avais besoin d'une piqûre de solubéol, qui était un truc tout bête à base d'eucalyptus, et j'en trouvais pas d'infirmière pour faire. Et Boris Hoc m'a dit, ben moi j'ai toujours fait des piqûres, donc Boris Hoc me faisait mes piqûres, et juste au moment où le maire de la ville, le monsieur Franck Louvrier local, est arrivé dans notre loge, et dit, ah ben vous embêtez pas entre vous, vous shootez entre vous. C'était pas l'époque Palmade, hein, c'était des trucs tout à fait... Et c'est vrai qu'on était tout le temps entre nous et on se rendait service, on s'appuyait. Si un ne pouvait pas écrire ou n'avait pas eu le temps, on écrivait un texte à sa place. Ça, c'est l'école du cabaret. Qu'est-ce que ça apprend, le cabaret? La solidarité. Et à capter l'attention du public? Oui, énormément, parce que c'est Jean Amadou qui disait toujours dans les cabarets et les dîners spectacles, il faut vaincre le homard thermidor, et ça, c'est pas facile. C'est vrai que dès que le spectateur, le client a le nez dans la sauce américaine, c'est difficile. Tandis qu'évidemment, sur un plateau de télévision, on est coupé du public, finalement. Oui, 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 on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'on fait la revue de presse en public. Ça, c'est une idée de Nicolas de Taverneau. Il m'a dit, il faut que vous soyez comme au théâtre. Et donc, on fait ça dans un théâtre, le point-virgule. Ça nous permet d'avoir un public et donc d'avoir des vraies réactions. Mais c'est pas vous coupez, c'est pas en direct, c'est monté. C'est en direct. C'est en direct. C'est en direct. Bon. Oui, oui. Bah, la rediffusion qui a lieu quelquefois en deuxième partie en fin de semaine, et quelquefois c'est un montage. On a resserré. Ouais. Mais est-ce que vous pensez, on sent quand même un certain désenchantement dans votre livre sur le personnel politique qui n'est plus aussi excitant qu'autrefois. Oui, oui, parce que c'était des gens d'immense culture. On parlait de François Mitterrand et on a un ami commun, cher Stéphane, qui est Jacques Santamaria. Jacques est un grand spécialiste de Jacques Chardon. Et de Simenon. Et de Simenon, etc. Et un jour, Michel Charasse, puisque nous sommes auvergnats tous les trois, dit à Jacques, il faut que tu viennes voir le président Mitterrand, parce que c'est un passionné de Chardon, il veut te rencontrer, il veut que vous parliez de Chardon ensemble. Jacques est arrivé à 14h à l'Élysée, il s'est dit, bon, j'en ai pour 1 heure, il est ressorti à 8h30 le soir, et il m'a dit... François Mitterrand m'a appris des choses sur Chardon que je ne connaissais pas.
alors qu'il était quand même très spécialisé sur Chardonne. Et je crois que la force de ces hommes politiques de cette époque, c'est qu'ils étaient vraiment extrêmement cultivés, ils savaient plein de choses. Moi, j'ai fait des voyages dans l'avion de Mitterrand avec Michel Charasse, et avant de se poser, il disait dites-moi, monsieur Charasse, le préfet de Nantes, c'est toujours monsieur Untel, oui, il vit toujours avec madame Untel ou pas? Et donc il savait tout, c'était incroyable. Et Il écoutait beaucoup. il écoutait beaucoup, il lisait beaucoup, et je crois que c'est comme Valéry Giscard d'Estaing. La dernière fois qu'il est venu au Théâtre des Deux Ânes, je lui dis, Monsieur le Président, vos papiers sur l'Europe dans Le Point sont toujours extraordinaires. Il m'a dit, vous devriez le dire à votre ami François-Olivier Gisbert, parce qu'il m'en commande, mais pas assez souvent. Mais est-ce que c'est pas la technocratie aussi qui a asséché tout ça? Je pense qu'à l'époque, on avait une éducation beaucoup plus classique. On étudiait les lettres beaucoup plus. Georges Pompidou était normalien. Et quel normalien? Ouais. Son encyclopédie sur la poésie française, Oui. un modèle du genre. Je crois qu'on avait des gens d'une grande superficie intellectuelle qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui. On a effectivement des technocrates. Je pense que notre président est un technocrate pur et dur, quoi. Il a fait des belles études, mais il a échoué à Normal Sup. Eh oui. Est-ce que on peut, étant chansonnier, aborder les problèmes de fond, les problèmes techniques du style le quinquennat, le non-cumul des mandats? Oui, parce que c'est une erreur. Alors ça, c'est une erreur de Jacques Chirac. Je pense que le septennat était complètement adapté à la constitution de la Ve République. Le quinquennat ne l'est pas. C'est un débat qu'on avait eu avec lui. J'ai pas beaucoup rencontré Chirac, mais grâce à Philippe Ragueneau, je le rencontrais de temps en temps. Et c'est vrai que c'est des débats qu'on peut avoir, parce que c'est important. Je pense aussi le président Macron a les problèmes qu'il a aujourd'hui. Le quinquennat n'y est pas pour rien. Oui. Mais ça, vous pouvez vous en parler sur scène. Vous pouvez faire rire avec ça. Oui, une allusion de temps en temps. Voilà, une allusion, absolument. Enfin, il y a quand même des figures. On parle souvent de Jean Lassalle, et vous parlez d'un type formidable. J'aimerais bien que vous nous racontiez. C'est Louis Philibert et son anecdote sur le prince Charles, puisque justement, c'est d'actualité, ça. Alors, Louis Philibert. Alors ça, là aussi, c'est mon ami Michel Charasse qui un jour me dit, il faut absolument que tu invites Louis Philibert. Je dis, c'est qui Louis Philibert? Il me dit, c'est le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, c'est un type exceptionnel. Alors, à l'époque, Jean-Noël Jeannet était président de Radio France, et je lui dis, président, dans quelques semaines, on aimerait inviter Louis Philibert. Et il me regarde, il me dit, ah bon, c'est qui? Alors je lui explique, il me dit, bon, il y a quand même des gens plus connus à inviter, Jacques, etc. Et puis, il y avait des périodes où on avait du mal à voir les hommes politiques, notamment en période de vacances, parce qu'ils venaient dans leur circonscription, où ils partaient en vacances, ce qui est normal. Et une année, je crois que c'était pour la Pentecôte ou pour l'Ascension, on trouvait pas d'invité politique, et j'appelle tout de suite le président et je lui dis, Monsieur le Président, on va inviter Louis Philibert, on trouve aucun homme politique. Il me dit, bon, eh ben, allez-y pour Louis Philibert. On invite Louis Philibert, qui nous fait une émission, mais à se tordre de rire, parce que cet homme était en réalité cantonnier. Et un jour, grâce à la politique, il se retrouve président et député d'abord, et après président du Conseil général. Et lorsqu'il reçoit sa première paye de député, il appelle sa femme et il lui fait « Marguerite, ils sont généreux à l'Assemblée, ils vont me payer l'année entière ». Donc déjà, crise de rire. Et puis, Michel Charasse m'avait raconté que c'était un chasseur, il adorait chasser, Louis Philibert. Et il avait été invité à Chambord, évidemment, à chasser avec le prince. Et en retour, il avait connu le prince Charles. Et en retour, le prince Charles, qui faisait peut-être son service militaire dans la Royale, se retrouve sur un porte-avions à Toulon, un croiseur au large de Toulon. Et naturellement, il invite tous les élus locaux du Var, des Bouches-du-Rhône, etc. Et parmi eux, Louis Philibert. Et quand Louis Philibert arrive sur le bateau de la Royale,
Et le prince Charles s'approche de lui, il fait « Oh, monsieur Philibert, comment allez-vous ?» Évidemment, on sent qu'ils se connaissent bien, ils font un déjeuner protocolaire. Et à la fin du déjeuner, Louis Philibert fait « Alors, prince, merci pour ce déjeuner formidable. » Et comme il avait connu aussi à la faveur des chasses de Chambord la grand-mère du prince Charles, et il lui dit surtout en rentrant à Buckingham, vous embrassez bien la mémé de ma part. Donc, c'est une émission qui a fait une audience phénoménale. Et comme à l'époque, les CD n'existaient pas, on faisait des cassettes audio. Et je crois que ça a été la plus forte vente de cassettes audio de l'Oreille en Coin de toute la collection qui a été éditée par France Inter. Mais là, des Louis Philibert, il doit en exister aujourd'hui. Je pense, mais pas aussi truculent, parce que comme il le disait toujours, je n'ai que mon certificat d'études. Ouais. Et c'est lui qui, quand il avait un important dans ses meetings, il y a toujours des importants qui viennent vous essayer de troubler votre discours, etc. Et un jour, il y avait un opportun dans un de ses discours qui le coupait sans arrêt. Et il s'est arrêté, il fait « Écoute, toi qui es si malin, là, qui me coupe sans arrêt, alors que je suis en train de parler de problèmes importants, est-ce que tu connais la différence entre toi et un âne ?» Et il dit « Non, eh bien, l'âne, il sait reconnaître quand l'ânesse est en chaleur. Toi, t'en es pas foutu de le faire. » Évidemment, c'était un homme complètement primaire, mais qui était d'une drôlerie incommensurable et qui avait plein d'anecdotes comme ça. À propos d'importun, vous racontez certaines de vos tournées, notamment, je crois, à Marseille, chez les Guérini. Oui. Chez Mémé Guérini. Là, ça, c'est mes tout débuts. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est mes tout débuts. Et Madame Suzy Lebrun, qu'on évoquait tout à l'heure, qui était la patronne de l'échelle de Jacob, elle me dit « Jacques, je vais vous envoyer au cabaret Le Versailles à Marseille. C'est une école de cabaret extraordinaire. C'est dirigé par Mémé Guérini. » Je dis « Merci du cadeau. » Mais elle me dit « Vous verrez, ils sont très gentils, la famille Guérini. » Et j'arrive chez les Guérini au Versailles. Et Mémé était là, et il me dit, vous passez ce soir. Alors, le problème de ces cabarets, c'est qu'il y avait des entraîneuses. Et les entraîneuses, elles faisaient consommer le client, et en faisant consommer le client, ça faisait du bruit. Alors, on nous écoutait pas beaucoup, et puis j'étais pas très sûr de moi, j'étais débutant. Donc, à la fin de ma première prestation, le premier soir, Mémé Guérini me dit, alors, ça a été, je dis oui, mais enfin, je dis, il y a beaucoup de bruit dans la salle, les entraîneuses, tout ça. Il me dit, vous inquiétez pas, demain, je m'occupe de tout. Alors, le lendemain, je rentre en scène au Versailles. Et là, je commence à sortir mes historiettes. Et puis, je vois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui rient dans la salle. Et là, il y avait Mémé Guérini qui était sur le coin de la scène et qui fait... Bon, alors je continue. Je dis, il y en a un autre qui essaie de rire. Et là, Guérini fait... Je passe dans un silence de mort. Personne n'osait rire. Et à la fin, il vient me voir, il me dit, eh bien, voyez, ce soir, vous avez été tranquille, hein, personne ne vous a embêté. Hein. Donc, et c'était courant dans ce genre de cabaret. Et le lendemain, je lui dis, écoutez, monsieur Guérini, vous êtes très aimable, mais si vous pouvez les laisser quand même un peu rire. Elle me dit, ah ben s'il faut les laisser rire, je les laisserai rire, il n'y a pas de problème. Vous continuez les tournées, vous en faites toujours? Vous êtes venu à la Baule, vous êtes venu sur cette scène. Oui, on est venu souvent à la Baule. C'est une scène qu'on adore parce que d'abord, en général, quand on vient, la salle est pleine à craquer. C'est extrêmement agréable parce que le public baulois est formidable. Donc c'est très agréable. On va revenir l'année prochaine, en 2024. Très bien. Et on fait encore quelques tournées, mais c'est ce que je dis à notre ami Alain Dubois, qui est baulois lui aussi, qui s'occupe de nos tournées. On sélectionne nos lieux, c'est-à-dire qu'on va chez les amis, chez les gens avec qui on partage certains points communs. Et il faut une table aussi, généralement, non? Vous aimez bien... Ici, on a ce qu'il faut, voilà. Il y a des très bonnes tables. On est un peu comme Claude Chabrol. Vous savez que Claude tournait ses films
uniquement dans les endroits où il y avait des bonnes tables. Et d'ailleurs, Chabrol a fini sa vie au Croisic. Il habitait le Croisic. Il habitait le Croisic, oui. Madame Chabrol, il vit toujours. Il vit toujours, oui, oui. Il avait tourné le boucher à Souillac à cause de ça, parce qu'il y avait la table de la famille Couder. Vous savez que la famille de Roger Couder était des restaurateurs extraordinaires. Et Chabrol m'avait dit, là, pour tourner un film, c'est l'idéal. Mais est-ce que êtes-vous optimiste ou pessimiste sur l'avenir de votre profession et l'avenir du monde politique? Parce que notamment, vous racontez, vous dites, la nostalgie n'est pas mon affaire, ma grand-mère me disait toujours, regarde devant. Mais néanmoins, quand vous regardez les émissions de télévision aujourd'hui, et les émissions politiques, vous dites, elles sont expurgées, elles sont calibrées, elles sont montées. Et, alors attendez. La censure n'existe plus, dites-vous, mais l'audimat et le néo-puritanisme l'ont avantageusement remplacé. Oui, parce que maintenant, il y a les corporatismes qui se sont développés, les communautarismes, ce qui fait qu'on ne peut plus, rire des... On ne peut plus rire des Noirs, on ne peut plus rire des Anglais. Des Anglais, des jaunes, les Corses encore sont pas trop méchants. Sauf que de temps en temps, quand on va jouer, on joue souvent à côté de Bastia parce que notre ami Michel Guidoni est corse, donc on est toujours très bien accueillis. Mais de temps en temps, il a des gens de sa famille qui disent ce que vous dites sur les Corses, vous le pensez vraiment ou pas? Ça fait un peu, vous voyez, on sent quand même que... Mais bon, ils sont bons enfants, mais il y a un tas de choses qu'on ne peut plus faire. Moi, je me rappelle, j'avais mon copain Éric Blanc, qui est béninois, et qui est élevé chez les Pères Maristes comme moi. On a fait des tours de pan tous les deux, énormes, qu'on ne pourrait plus faire. Où on arrivait dans les restaurants, où il disait, on était à Lyon, je me rappelle, chez Léon de Lyon, il arrive, il fait, ça vous dérange pas que je sois avec mon copain Jacques Maillot? Pourquoi ça nous dérangerait? Il est blanc, vous les acceptez? On le ferait plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que tout ça a remplacé la censure. Plus le côté artificiel, le montage, parce qu'il faut faire rire, donc on met des rires artificiels, des rires montés. Ça nettoie beaucoup les choses et ça les dévitalise. Vous dites l'ironie voltairienne ne me quittera jamais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus rieur qu'autrefois ou moins, ou est-ce que vous êtes désabusé? Est-ce que vous... Parfois, je suis un peu triste parce que je trouve que on vole la jeunesse à notre jeunesse. Je regardais ce garçon qui défile dans les manifestations pour les retraites. Il a 15 ans. Il parle comme son grand-père. Je trouve ça triste. Moi, à 15 ans, je ne pensais pas à ma retraite du tout. Vous n'y pensez toujours pas? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, ils me doivent des années, là, parce que j'ai passé depuis 64, ils me doivent 10 ans, hein, quasiment. Il va falloir qu'ils me remboursent. Hein. Non, mais c'est triste de voir des jeunes comme ça. Et je crois que la jeunesse, c'est un moment privilégié. On est insouciant. Il ne faut pas voler ça. C'est très important. Est-ce que Cyril Hanouna, c'est un chansonnier, selon vous, toute sa bande? Qu'est-ce que vous pensez de... Il a beaucoup de succès. Ah oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est le succès d'Hanouna. Ça, c'est très inquiétant parce qu'on dit qu'on a la télévision qu'on mérite. Si j'imagine que son auditoire ressemble à ce qu'il fait, donc c'est pas encourageant. Il est libre de parole, il est impertinent, il est... Oui. Enfin, je ne sais pas quoi dire. C'est surtout la vulgarité quand on dit à quelqu'un, mais de toute façon, ton parti politique, je m'emballe et je trouve ça à la télévision à 1 heure de grande écoute. Mais pourtant, les hommes politiques se défilaient chez lui. Plus maintenant, mais... Oui. Ça, c'est un débat qu'on a eu très longtemps quand on a commencé à inviter les hommes politiques. On en a parlé beaucoup avec Jean-Noël Jeannet, après avec Roland Faure qui a remplacé Jean-Noël Jeannet. On se disait, il faut quand même pas... On peut rire avec les hommes politiques, mais il ne faut pas non plus les démolir au point de les décrédibiliser. Il y va de l'intérêt supérieur de la démocratie. Or, j'ai l'impression que ce genre d'émission, elle finit
décrédibiliser, de démonétiser les hommes politiques. Et c'est très dommage parce que ce sont les élus du peuple, donc on doit les respecter. Oui, pourquoi Pourquoi vont-ils se C'est faire l'erreur. démolir? Moi, je refuserais catégoriquement, si j'étais élu, d'aller dans ce type d'émission. Ça vous a jamais démangé, la politique? Non, on m'a proposé d'être conseiller général, etc. Non, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. Pourtant, vous vous êtes engagé dans la Fondation Varenne. Enfin, vous soutenez, vous êtes auvergnat, et Voilà. l'Auvergne est... Mais ça, c'est une fondation qui est adossée à un journal et qui s'occupe des journalistes. Vous aimez les journaux, vous aimez la presse. Ah, j'adore ça. Ouais. J'adore la presse, j'adore la politique parce qu'on y débat de tout ce qui est intérêt commun, public. Et moi, j'adore les journalistes parce que on peut parler d'un tas de sujets ensemble, on peut ne pas être d'accord. Ça vous a jamais démangé, le journalisme? Enfin, vous en faites un peu, mais, oui, j'aurais pu. Dans la presse écrite. Oui, bien sûr que ça m'a démangé. Vous faites des chroniques à la montagne. Oui, je continue à faire des chroniques qui sont à mi-chemin, toujours dans cet esprit un peu journalistique et un petit peu humoristique, bien sûr. Oui. Et ça vous rapproche de Bouvard ou de Jean Bouvard, par exemple. Hier, j'ai fait un papier sur ce jeune homme-là qui manifeste à 15 ans. Et je dis, heureusement, il y a encore des gens qui refusent de prendre leur retraite à 64 ans, même au-delà. Et c'est la raison de l'annulation du voyage du prince Charles en France. Oui. Puisqu'il vient de trouver un boulot. Ça, c'était le grand truc de Philippe Bouvard qui disait quand même, ce Charles d'Angleterre, 70 ans et toujours pas de travail. Tandis que Bouvard, à 93 ans, continue toujours. Il continue à écrire ses papiers. Il écrit, vous savez, dans un journal qu'on connaît tous, qui s'appelle VSD. Et donc, on a déjeuné ensemble il n'y a pas très longtemps. Et il n'a rien perdu de son humour, parce que je lui dis, mais alors, tu écris dans VSD. Et je lui dis, c'est toujours un hebdomadaire. Il me dit non, parce que le propriétaire a des problèmes, donc c'est devenu un bimensuel. Alors je me dépêche d'écrire avant qu'il devienne semestriel. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre vos passages aux grosses têtes et toute l'amitié que vous avez entretenue avec tous vos copains. Là. Oui, là c'était vraiment une équipe et c'est ce qui faisait la force des grosses têtes de Philippe. C'est que dans les 10-15 dernières années, il travaillait essentiellement avec ses amis. Et on était vraiment une bande de copains. Et quand on est revenu à l'antenne grâce à Albert Frère, qui était un des actionnaires essentiels du groupe. Oui, parce que Bouvard s'est fait virer en 2000 par Stéphane Duhamel. Voilà, et il est revenu. Grâce à Jean-Charles de Keyser, qui était le patron de RTL Belgique. Et donc, il m'a dit, on doit bien ça à nos amis belges, on va aller faire les grosses têtes à Bruxelles. Et il m'a dit, tu comprends, on est à un âge maintenant, il ne faut plus que travailler avec les copains et avec les gens qui nous aiment bien. Et je crois que c'est une bonne leçon, parce que à la fin, c'est vrai qu'on était une bande de copains. Il y avait Coff, il y avait Bellemare, il y avait Amadou. Voilà, c'était de l'amitié avant tout, quoi. Ouais. L'amitié vous aura accompagné toute votre vie. D'abord avec vos aînés qui vous ont coopté. Oui. Et puis ensuite, maintenant, avec vos cadets. Voilà, oui, je suis resté très proche de Laurent Ruquier, qui me le rend bien, de Laurent Gérard, qui est venu nous faire 15 jours au Théâtre des Deux Ânes, inutile de vous dire, complet, archi-bourré à craquer. Oui, je crois que les jeunes, quand on aide les jeunes, ils s'en souviennent et ils sont reconnaissants. Et je trouve que c'est ce qu'on ne cultive plus assez aujourd'hui. Le théâtre, vous êtes directeur du Théâtre des Deux Ânes, vous racontez aussi comment vous vous êtes formé à cette dure tâche. Oui, parce que je n'étais pas du tout formé pour ça. Ouais. Et donc ça marche, vous êtes content, ça continue? Oui, ça marche très bien. Vous avez combien de spectacles par an? Vous renouvelez vos spectacles? Oui. Alors, quand les années où le spectacle a un gros succès, on ne change pas de spectacle pendant la saison. Pendant la saison. Donc, on fait à peu près 220, 240 représentations dans l'année. Et sinon, on change de spectacle en milieu de saison au mois de janvier. Et on repart pour 120 ou 110 représentations.
Une autre de vos passions, c'est les automobiles. Vous parlez dans votre livre de votre première Ferrari. Vous en êtes à la quantième maintenant? Vous avez... Oh, j'ai pas trop PCB, mais j'adore les voitures de sport. J'ai eu beaucoup de voitures. J'ai eu la chance d'avoir un frère qui était chez Mercedes, donc j'ai beaucoup écumé la gamme. J'ai eu les premières AMG, c'était rare, c'était des voitures très rares. J'adore les voitures et les belles voitures. Ça, c'est un point en commun que vous avez avec Philippe Bouvard. Oui, qui a vendu les siennes, mais qui m'avait prévenu, il m'avait dit profite bien de tes Ferrari parce que tu pourras toujours monter dedans, mais tu ne pourras plus en sortir. Et je m'aperçois que j'ai de plus en plus de mal à m'en sortir. En tout cas, à La Baule, vous êtes venu par le train, puisque oui. il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence, enfin, oui, voilà. Il y a des raffineries, mais il n'y a plus d'essence. Exactement. Et nous avons été très heureux de vous recevoir. Vous revenez quand l'année prochaine? Je crois qu'on revient pour la Pentecôte. C'est en 2024. La Pentecôte 2024. Donc c'est ça doit être au mois d'avril ou mai. Au mois de mai. Mai donc, 2024. Avec un nouveau spectacle oui, dont le titre provisoire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer politiquement. Le titre, ça s'appellera « Il y a du Macron à se faire ». Et vous dites, il n'y a plus d'entracte dans le. Oui. Donc là, il n'y aura pas d'entracte. Il n'y a pas d'entracte. Parce que vous avez peur que les gens s'en aillent ou... À une époque, on redoutait ça. Non, en réalité, les entractes, c'était du mercantilisme pur et dur. Il faut vendre des boissons. C'est parce qu'il y avait des bars dans les théâtres, et notamment à Genève, chez mon cher ami Jacques Iffard, qui était un très bon directeur de théâtre, mais surtout un excellent gestionnaire. Il fumait toujours le cigare, il parlait comme ça, avec l'accent de Genève. Il disait « Ah, c'est un spectacle sans entracte, je ne vais pas pouvoir le prendre. » Alors il disait « Pourquoi ?» Parce que, tu sais, les gens, ils aiment bien se dégourdir les jambes. En réalité, ils voulaient que les gens aillent au bar. Ouais. Et c'est vrai que petit à petit, ça a disparu. C'est un peu dommage parce qu'en Belgique, les entractes, c'était une fête. Dans le foyer du théâtre, on montait une fontaine de champagne, vous savez, avec des coupes. C'était une très jolie fontaine en cristal. Et les Belges faisaient la fête parce qu'ils sont très festifs. Ouais. Et tout ça a disparu. Voilà. Bon, ben alors écoutez, pas d'entracte. Il n'y aura pas d'entracte en 2024. Voilà, 2 heures sans entracte. Mais notre soirée de ce soir, c'est une soirée en 2 parties. La première vient de se terminer et la seconde va commencer puisque vous allez retrouver nos amis pour leur signer vos livres. Avec grand plaisir. Merci, cher Merci de votre accueil. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et nous nous retrouvons lundi prochain. D'ailleurs, vous pouvez très bien venir lundi prochain puisque nous recevrons Ségolène Royal. Ah, avec grand plaisir. Alors là, oui. C'est qu'elle nous a surpris quand on lui a remis le prix de l'humour politique avec Jean Miot. À l'époque, Jean était encore de ce monde. Et elle nous avait fait un discours assez drôle, alors qu'on n'imagine pas forcément drôle. Elle est quand même assez... Elle est drôle, mais souvent elle ne le sait pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est à l'insu de son plein gré. Voilà, exactement. Très bien, en tout cas, on la recevra le 3 avril. Merci, bonne soirée, et vous retrouvez Jacques tout de suite. Merci.